L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation, en association avec TV78, épisode 207. Mon invité ce soir est le député de l'Essonne, Cédric Villani. L'hebdo politique. Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir Corentin Alonso. Vous êtes député de la 5e circonscription de l'Essonne et conseiller du 14e arrondissement de Paris. Pour vous présenter rapidement, j'ai retenu 4 temps forts dans votre parcours. Mathématicien, d'abord, en 2010, vous remportez la médaille Fields, une récompense extrêmement prestigieuse dans le domaine des mathématiques. Vous vous lancez en politique lors des élections législatives en 2017. Vous êtes élu député sous l'étiquette La République en marche. Vous symbolisiez à l'époque cette nouvelle vague dite de la société civile. Vient ensuite le moment où vous vous présentez aux élections municipales en 2020 à Paris, alors que La République en marche avait choisi Benjamin Griveaux. Vous êtes par la suite exclu du parti de la majorité présidentielle et parvenez à être élu conseiller municipal dans le 14e arrondissement. 2021, enfin, vous devenez porte-parole de Delphine Batho, présidente de Génération Écologie, dans le cadre de la campagne pour la primaire écologiste. Vous avez toujours refusé, vous, de vous classer politiquement à droite, à gauche ou au centre. Aujourd'hui, le pôle écologiste, c'est la famille politique avec laquelle vous partagez le plus de valeurs. Aujourd'hui, et ça, je vous parle d'expérience, de ce que j'ai pu voir dans les débats à l'Assemblée nationale et dans les débats politiques en général, c'est clairement au pôle écologiste dans ce pôle-là que je me retrouve. Génération Écologie se définit ni gauche ni droite, EELV se définira sans doute comme gauche, mais l'un et l'autre font partie de ce pôle écologiste qui a comme valeur fondamentale le fait de promouvoir une transition écologique forte, très axée sur des grands combats comme la baisse de l'empreinte carbone, la condition animale, la disparition des pesticides autant que possible, etc. Et aussi le fédéralisme européen. Je me permets, par rapport au petit portrait que vous avez brossé, d'apporter une petite rectification. Allez-y. Je me suis lancé dans la politique en un sens en 2010, juste après la médaille Fields, quand je suis devenu vice-président de Europa Nova, groupe de réflexion, laboratoire d'idées ou think tank, appelez-le comme vous voulez, fédéraliste européen, dans lequel j'ai milité des années durant. C'est ce qui m'a amené, entre autres, à être membre du conseil scientifique de la Commission européenne pendant des années, en tant que mathématicien, mais aussi en tant que quelqu'un qui croit fondamentalement dans la construction européenne, qui pense que c'est l'enjeu politique le plus important de notre temps avec la révolution écologique et qui se définit toujours comme fédéraliste. Alors, comme vous le savez, c'est Yannick Jadot qui a remporté la primaire écologiste. Vous soutenez donc sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022 ? Absolument. J'étais porte-parole de Delphine Batho pour cette primaire des écologistes. Avec Delphine Batho, nos parcours politiques sont extrêmement différents. Ce n'était pas prévu au départ que nous puissions nous rencontrer. Et puis on a été l'un comme l'autre parmi les créateurs, les fondateurs de ce groupe parlementaire à l'Assemblée, Écologie, Démocratie, Solidarité, qui a été le groupe parlementaire écologiste à l'Assemblée. Pendant les quelques mois où on a été actif en tant que groupe parlementaire, on a pu porter et défendre des dossiers à fort contenu écologique, comme le combat contre les néonicotinoïdes, ou la proposition de loi que j'ai portée pour des avancées sur la condition animale, en particulier la fin de l'élevage intensif à l'horizon d'une génération. Et puis après, on a été très impliqués, même une fois qu'on n'était plus qu'un petit noyau d'une dizaine de députés, très très impliqués, très très actifs sur le projet de loi climat-résilience. En particulier, on a organisé de grands débats en Twitch pour faire connaître autant que possible les enjeux qui sont derrière. Donc on a été extrêmement bien accroché avec Delphine Batho. Je me suis retrouvé dans sa façon d'aller au fond des dossiers, son courage, sa détermination, sa façon très pointue d'aborder les débats. Et on a été en grande confiance, de sorte que quand j'ai su qu'elle se lançait dans la primaire des écologistes, j'ai tout de suite manifesté l'envie de la rejoindre et de la soutenir. Je suis devenu son porte-parole. Nous avons reconnu la victoire de Yannick Jadot sans aucun problème et nous sommes maintenant en soutien de sa candidature. Alors pour le moment, selon les sondages, Yannick Jadot ne dépasse toujours pas les 10%. Est-ce que ça vous inquiète ?
en vue de l'élection présidentielle? Je vais vous dire, j'ai passé une élection municipale, vous en avez rappelé quelques étapes, mais en quelques minutes, on ne peut pas décrire une élection municipale qui a été aussi chaotique, aussi longue, aussi complexe. Une des choses que j'ai retenues de cette élection municipale, c'est qu'on accordait beaucoup trop d'attention aux sondages et qu'ils ont miné complètement le débat politique de fond. On a beaucoup plus parlé pendant cette municipale de savoir si il y avait quel écart il pouvait y avoir entre les différents candidats et comment ça évoluait, que de propositions de fond, comme par exemple celle que je portais, que je considère qui est toujours majeure pour l'avenir de Paris, le fait que Paris s'agrandisse, le fait que Paris aille progressivement occuper tout le périmètre qui est aujourd'hui occupé par la petite couronne, ne serait-ce que pour être en cohérence par rapport au bassin de vie, bassin d'activité, que Paris s'intègre beaucoup mieux dans la région, avec de meilleures connexions avec l'Essonne, de meilleures connexions avec les Yvelines, et ainsi de suite. Et j'aurais été heureux qu'on parle beaucoup plus des questions de fond que des questions de sondage. Dans le débat de la présidentielle qui nous occupe, ça commence aussi, on a des sondages presque tous les jours, c'est une orgie de sondages. La France est droguée aux sondages et je ne vais pas les commenter. Mon boulot aujourd'hui, dans cette campagne, c'est de parler des enjeux qui me tiennent à cœur. La transition énergétique, la cause animale, l'agriculture, les pesticides, la façon dont on pourra combiner les révolutions technologiques avec les révolutions écologiques, le changement de société que ça représente, et je m'en tiendrai là. Alors dans l'actualité politique, il y a ce week-end la fin de la COP26 qui vient de se terminer à Glasgow. Alors les négociations devraient toujours être en cours. Une conférence, donc la COP26, c'est une conférence internationale sous l'égide des Nations Unies sur les conséquences du changement climatique. Alors est-ce que cette réunion est encore quelque chose d'utile selon vous? Le simple fait que les chefs d'État ou leurs représentants se réunissent et discutent, on ne va pas dire que c'est quelque chose de mal. Maintenant, depuis des années, ces grandes réunions, ces COP, donnent des résultats décevants, très décevants. Malgré l'accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué, c'est le contraire, elles ont augmenté. Les engagements de réduction pris par la communauté internationale ne sont pas du tout à la hauteur. Les engagements, c'est une petite fraction ridicule de ce qu'il faudrait faire, de ce qui avait été envisagé comme promesse d'ailleurs dans la sortie de l'accord de Paris. Et ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est que sur certains des grands rendez-vous, les engagements ne sont pas là. Je pense que c'était dès 2009, les COP avaient acté le fait qu'il fallait des grandes aides des pays riches vers les pays démunis pour affronter la transition climatique, pour affronter le réchauffement climatique. On parlait de 100 milliards à l'échelle mondiale comme du grand minimum. En vrai, c'est sans doute 1000 milliards qu'il faudrait ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est loin de ces 100 milliards. Les engagements des pays riches ne sont pas à la hauteur. Les engagements pour sortir des énergies fossiles ne sont pas à la hauteur. Bref, l'expression de Greta Thunberg a fait florès et a été reprise partout, mais elle décrit très bien ce qui se passe en priorité dans ces grandes COP, bla bla bla. Vous étiez dimanche dernier présent lors de la marche climat à Paris, qui demandait des mesures efficaces afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Quelles sont aujourd'hui les revendications des gens qui étaient à cette manifestation? Et est-ce que vous avez pu échanger avec d'autres personnes? Qu'est-ce qui en est ressorti pour vous? Alors, ça fait un moment qu'on commence à avoir marché, ça fait de nombreuses marches qu'on effectue. Les revendications, elles sont là, elles sont sur la table, elles ne sont pas mystérieuses. Et elles correspondent d'ailleurs assez bien à ce que proposaient les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, les 149 citoyens qui avaient fait tout un ensemble de propositions. C'est des citoyens tirés au sort, au début pas spécialement plus conscients des questions, des enjeux climatiques que quiconque, mais qui, à force de travailler, de réfléchir, de discuter avec les scientifiques, ont été arrivés à des positions très très engageantes sur le climat, et qui portait sur la réduction du trafic aérien, qui portait sur des rénovations thermiques beaucoup plus efficaces, beaucoup plus amples, beaucoup plus rapides, qui portait sur l'évolution de la mobilité, qui portait sur les questions agricoles, sur le fait de réduire drastiquement l'usage d'engrais de synthèse, qui portait sur le fait de sortir des énergies fossiles, et ainsi de suite. Toutes ces propositions-là, on peut les répéter, les répéter, elles ne sont pas mystérieuses.
Elles ont été portées par beaucoup de voix maintenant. Ce sont juste celles-là que nous réclamons. Quand il y avait ce projet de loi climat-résilience qui passait à l'Assemblée nationale, c'était une loi fleuve, le plus long débat et la plus longue loi qu'on ait discutée durant tout ce mandat à l'Assemblée nationale. Il y avait peut-être 200 articles en comptant les bis et les terres. Nous, on n'en demandait pas tant. On demandait juste une dizaine d'articles efficaces. On a écrit une contre-proposition de loi avec des gens comme Mathieu Orphelin, Delphine Batteau et autres. On l'a appelée la vraie loi climat. Pas une loi très longue, mais une loi efficace. C'est ce genre de choses qu'on réclame. Alors dans les faits, des engagements ont tout de même été pris lors de cette COP. Par exemple, 190 pays se sont engagés. Je vous arrête tout de suite. À l'accord de Paris, vous vous souvenez, cette grand-messe des accords de tous les pays du monde, ou presque, avec la France, avec Laurent Fabius en négociateur, des engagements, des promesses ont été prises. Elles n'ont pas été tenues. Les promesses ne suffisent plus. On veut maintenant des actes visibles en courbe d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on va passer maintenant à un autre thème. Depuis que vous avez rejoint Delphine Batteau, avec Génération Écologie, vous défendez le projet de décroissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette notion de décroissance ? On n'est pas ici d'abord, je vais insister, sur un thème qui est comme une nouvelle conversion pour moi, même si j'étais moins explicite dans les formules. Quand vous regardez le rapport sur l'intelligence artificielle que j'ai rendu en 2018 au gouvernement, j'étais très clair sur le fait que les trajectoires aujourd'hui dans le secteur du numérique par rapport à la consommation énergétique, par rapport à la consommation de matières premières, ne sont pas soutenables et qu'il faut forcément arriver vers quelque chose de beaucoup plus sobre, économe. Le projet décroissance, c'est cela, et appliqué à l'ensemble des questions sociétales. À dire que, premièrement, le produit intérieur brut, le PIB, n'est pas un indicateur pertinent aujourd'hui pour résoudre les défis de société. Parce qu'aujourd'hui, plus vous avez de voitures polluantes, mieux c'est pour le PIB. Plus vous avez de catastrophes auxquelles il faut apporter des solutions technologiques, mieux c'est pour le PIB. Une grande épidémie qui entraîne une très grande activité de production de médicaments, c'est bon pour le PIB. C'est pas de ça que nous avons besoin. Élevage intensif avec la surconsommation, la surproduction de produits agricoles, de produits d'élevage, c'est bon pour le PIB. Et c'est pas ça qui va mieux pour la planète. Le PIB mondial, depuis des années, voire des décennies, il est très bien corrélé à la quantité d'énergie que nous utilisons dans le monde. Il y a des courbes extrêmement, c'est quasiment une droite, la corrélation entre les deux. Ça fait partie de ce qu'aime à rappeler Jean-Marc Jancovici, grande figure du Shift Project et plus généralement sur les réflexions de comment la société doit diminuer son empreinte carbone et la réduire quasiment à zéro. Et cette exploitation d'énergie, consommation, aujourd'hui un peu partout dans le monde, ça vient avec la destruction de l'environnement, la destruction de ressources fossiles, la destruction de gisements de minerais. Ça vient avec toutes sortes de conséquences mauvaises pour la planète. Des économistes comme Éloi Laurent ou Vincent Liéger ou Timothée Paric, qui sont des spécialistes de la décroissance depuis des années, expliquent et démontent, ouvrage après ouvrage, pourquoi le PIB est une fausse valeur, pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de prendre en compte aussi l'impact environnemental, l'impact sociétal, et pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu majeur que de réduire notre empreinte sur la consommation, sur l'exploitation des ressources naturelles. En même temps que le monde a vu le PIB grimper, le monde a vu aussi la biodiversité diminuer de façon dramatique. Aujourd'hui, les animaux sauvages, ça représente, par rapport à l'ensemble des vertébrés terrestres, 4% de la biomasse. 4%. Le reste, c'est quoi ? Les humains, les animaux domestiques et surtout les animaux d'élevage. Aujourd'hui, la majorité produit, alors accessoirement, mais c'est pas accessoire, le plus souvent dans des conditions qui sont horribles, des conditions de barbarie, de torture par rapport à élevage en cage, élevage intensif, entassement des poulets, entassement des lapins, entassement des cochons et ainsi de suite. Tout ça, certes, ça contribue au PIB, mais c'est aussi de la surproduction, c'est aussi de la pollution supplémentaire, c'est une trajectoire non soutenable. Et la décroissance, c'est un mot
choc visant à ouvrir le débat pour dire de quoi avons-nous besoin. Cessons de surproduire et de surconsommer. Cessons de dégrader la planète de façon aveugle. Interrogeons-nous sur ce dont nous avons besoin dans une réflexion de sobriété. Dans cette semaine, Emmanuel Macron a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. On imagine que vous êtes plutôt déçu par cette annonce. Alors, soyons très clairs. Aujourd'hui, le débat sur le nucléaire, il est plus complexe qu'il ne pouvait l'être il y a seulement 10 ans ou 20 ans. Vous écoutez un Jean-Marc Jancovici, il vous explique que le nucléaire doit faire partie du mix pour une énergie décarbonée. Vous en avez d'autres qui vous disent que non, ce n'est pas indispensable. Nous avons eu une très belle étude, très fouillée, très détaillée, effectuée par RTE. Des années de travail, une méthodologie qui a été jamais vue, a été simulée toutes des conditions météorologiques sur des décennies à venir pour vérifier différents scénarios, avec 6 scénarios qui en sont sortis, présentés aux décideurs, des scénarios qui viennent avec une fin du nucléaire, soit en 2050, soit en 2060, et des scénarios qui viennent avec du nucléaire qui continue sur une trajectoire, un mix important, avec jusqu'à 50% du mix à horizon 2050. Bon. Donc d'abord, RTE nous dit, il y a des solutions avec nucléaire, il y a des solutions sans nucléaire dans un horizon à venir. Il nous dit aussi, ça correspond à des choix, ça correspond aussi à des paris. Par exemple, dans les scénarios sans nucléaire, dans la terminologie de RTE, c'est le scénario M0 qui est le plus ambitieux par rapport à la sortie nucléaire en 2050, mais qui demande un niveau de progrès et d'innovation au niveau des renouvelables considérable et qui demande une volonté d'implantation des renouvelables qui est plus forte que celle que font même les pays les plus vertueux en la manière. Donc il nous dit, c'est possible. Maintenant, c'est quoi le boulot une fois que vous avez une étude comme ça ? C'est le débat public, le débat parlementaire. Et nous, à l'Office parlementaire scientifique, que je préside, Office parlementaire scientifique, on va en parler, mais nous avons organisé des heures d'audition de RTE et pour démêler. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas, nucléaire dans quelles conditions. Nous avons aussi fait toute une étude sur les stratégies nucléaires possibles pour la France. Je ne dis pas souhaitable, mais je dis possible. Petits réacteurs modulaires, les SMR ou pas, des EPR ou pas, quel problème avec les uns, quel problème avec les autres. On a pu constater qu'il y a de grandes difficultés stratégiques pour la France aujourd'hui en nucléaire, y compris dans la recherche. Le boulot maintenant de l'État, en démocratie, selon moi, pour moi, c'est un débat parlementaire et un débat de société. Que le président arrive et nous dise « j'ai décidé cette construction », pour moi, ce n'est pas un fonctionnement normal démocratique. Ça renvoie peut-être à l'image du général de Gaulle qui, de façon verticale, décidait on va lancer telle filière, mais ce n'est pas la conception que je me fais de la démocratie. À Génération Écologie, nous sommes pour la sortie du présidentialisme, pour l'arrivée vers un régime réellement parlementaire dans lequel le gouvernement tient sa légitimité du Parlement, un gouvernement avec un Premier ministre qui s'occupe de gouverner des choix stratégiques, et pas comme c'est aujourd'hui, un régime inversé dans lequel la majorité parlementaire tire sa légitimité du président. Et donc, c'est ça que je regrette fondamentalement dans cette annonce. Elle est verticale, elle ne fait aucun cas des études qui ont été produites et qui appellent à débat parlementaire et débat de société. J'aimerais parler à présent de votre proposition de loi concernant Julian Assange, le journaliste qui avait fondé le site de révélation Wikileaks. Il est aujourd'hui toujours emprisonné au Royaume-Uni. Alors, le 24 février prochain, son procès en extradition débutera donc aux États-Unis, où il est accusé notamment d'avoir révélé des documents américains secrets. Il encourt jusqu'à 175 ans de prison. Alors, avec des députés de tous bords politiques, vous demandez à ce que la France lui accorde l'asile. Pourquoi avoir fait cette proposition de loi ? Cette proposition de résolution pour accorder le droit d'asile à Julian Assange, elle sert plusieurs buts. D'abord, il y a un but humanitaire. Aujourd'hui, Julian Assange, c'est un être humain qui, après avoir passé 7 années de sa vie reclus dans l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter l'extradition, 7 années sans pouvoir sortir, s'est retrouvé placé par le gouvernement britannique
dans une prison de haute sécurité qui devrait être réservée aux terroristes les plus dangereux, où il est aujourd'hui et depuis 2 ans à l'isolement complet 23 heures sur 24. Essayez de vous représenter ce que ça veut dire. Il y a de quoi devenir fou. C'est ni plus ni moins que de la torture, et le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Nils Melzer, l'a qualifié de torture et a appelé à ce qu'il soit libéré. Il est détenu dans des conditions inhumaines et de façon arbitraire. Pourquoi est-ce qu'il est ainsi persécuté depuis plus de 10 ans par les États-Unis et par la Grande-Bretagne, qui en l'occurrence se fait le relais servile des États-Unis? Parce que, avec Wikileaks, il a mis au jour, exposé des centaines de milliers de documents qui, dans l'esprit de l'administration américaine, devaient rester confidentiels, des documents très embarrassants sur certains actes qui se sont déroulés pendant la guerre d'Afghanistan, pendant la guerre d'Irak, y compris des massacres, sur des actes d'espionnage. C'est Julian Assange qui a révélé que le gouvernement américain a espionné 3 présidents français successifs. Le président Chirac, le président Hollande, le président Sarkozy. C'est Julian Assange qui a révélé que des ministres de l'économie ont été espionnés aussi. C'était Moscovici, c'était Barouin. Je les donne dans le désordre, mais vous remettrez sans problème dans l'ordre chronologique. Bref, Julian Assange, à travers Wikileaks, a révélé au monde des informations que le gouvernement américain aurait bien aimé garder secrètes. Mais la presse américaine a pris la défense de Julian Assange. Le New York Times, les associations de liberté civile, de liberté de la presse, de protection des journalistes ont tous soutenu Assange et le soutiennent encore aujourd'hui, disant que ce qu'il a fait n'est pas l'œuvre d'un criminel, mais d'un journaliste. Amnesty a offert un prix à Julian Assange pour sa renouveau de la pratique journalistique. Amnesty le soutient aujourd'hui. Donc, dans ce combat pour la liberté de Julian Assange, c'est le combat pour un être humain qui est torturé, et c'est le combat au nom des libertés fondamentales, des droits humains, liberté de parole, liberté de la presse. C'est inscrit dans l'histoire politique de la France. Nous nous devons d'accorder l'asile politique à Julian Assange. Passons maintenant au sujet local pour finir cette émission. Nous allons parler de la ligne 18 du Grand Paris Express, qui doit donc relier Orly à Versailles-Chantier, en passant par le plateau de Saclay, lieu de votre circonscription. Alors vous réclamez l'abandon du tronçon ouest, qui relie donc Saclay à Versailles. Alors quelles sont vos raisons ? Cette ligne 18, c'est un enjeu stratégique, politique, logistique extrêmement fort, qui s'est invité de façon quasi quotidienne dans mon mandat depuis le début. Pour moi, il y a 2 tronçons que je sépare, la partie est et la partie ouest. La partie est, pour moi, c'est celle qui va relier Orly à l'aéroport d'Orly Saclay, au plateau de Saclay. et dans laquelle le tronçon le plus important, c'est celui qui va de Massy à Saclay. Pour moi, il est vital pour assurer qu'il y ait autant que possible de transport pour aller desservir ce plateau de Saclay, un plateau de Saclay sur lequel, avec l'arrivée de l'innovation, avec l'arrivée de grandes écoles, c'était l'inauguration il y a quelques jours de l'école normale supérieure Paris-Saclay, vous avez une population qui va tripler sur le plateau. C'est peut-être 100 000 à terme personnes qui vont y travailler. Il y a un gros enjeu de transport. Et les maires des communes correspondantes, les maires d'Orsay, de Gif, de Bure, de Massy, sont tous très motivés pour que cette ligne arrive. Maintenant, il y a la partie ouest et c'est complètement différent. Ce sont beaucoup de champs, des territoires agricoles avec des installations emblématiques, je pense la ferme de M. Vandamme, la ferme de M. Laureau, etc., qui sont protégés aujourd'hui en partie par la loi, la zone de protection naturelle agricole et forestière, mais qui sont quand même menacés d'être tronçonnés, si je puis dire, par cette partie-là qui va passer à travers champs. Oui, il y a un enjeu de protection des terres agricoles qui est extrêmement fort. Pour l'instant, l'État s'est révélé incapable d'assurer de la confiance localement. Rappelons que 4 présidents successifs de la Société du Grand Paris ont été limogés. Les concertations sur place n'aboutissent pas. Les concertations avec les agriculteurs n'aboutissent pas et eux-mêmes sont très opposés à cette ligne. Les maires locaux, aussi bien sur le plateau de Saclay, côté Essonne, ouest, que côté Yvelines, sont opposés pour une bonne partie à cette ligne. Et nous avons ici une utilité qui n'est pas démontrée. S'il s'agit, et c'est le discours officiel, de relier le pôle d'innovation de Saclay des pôles d'innovation yvelinois comme Satori, excusez-moi,
Est-ce que c'est des gros flux de pôle de travail à pôle de travail ? Non. Les gros flux de transport, c'est entre domicile et travail. Les flux de lieu de travail à lieu de travail, ils sont beaucoup, beaucoup plus faibles. Dans les projections, on ne voit pas aujourd'hui ce qui mènerait à l'obligation d'un aussi lourd transport entre Saclay et Saint-Quentin, entre Saclay et les Yvelines, et c'est pourquoi j'appelle à l'abandon de ce projet. Surtout que on a ici un projet qui soulève une opposition grandissante, épidermique sur place, et dans lequel le bon sens recommande simplement, la transition écologique aussi recommande qu'on accorde, dans ce qui peut être un conflit entre des paysages à préserver et un urbanisme extrêmement fort, qu'on accorde la priorité à l'environnement. Il y a des associations qui sont exactement sur cette ligne, et pour moi, un seul mot d'ordre sur la partie ouest, abandon de cette section du Grand Paris Express. J'ajoute, pour finir, et ce sera mon dernier mot, j'en dirai autant du projet routier doublement de la RD 36. Doublement de la RD 36 sur en gros ce même trajet que le métro du Grand Paris Express. Pourquoi faire ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric Villani, d'avoir Merci été avec nous dans l'Hebdo Politique. Je rappelle que vous êtes le député de la 5e circonscription de l'Essonne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Mon invité sera alors François Durovray, le président du conseil départemental de l'Essonne. En attendant, très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique.